Brief de la rencontre France-Pays-Bas, Radio Foot International, avec Annie Gasnier et son orchestre de chroniqueurs, Chérif Guémou, Rémi Ngono, Xavier Barré. Bonsoir à tous. La marche du monde, Valérie Nivelon. Construit au début du XXe siècle à Lomé, le palais des gouverneurs est le symbole du pouvoir. Visiteurs pour proposer un centre d'art et de culture où une nouvelle histoire se raconte du point de vue togolais. La marche du monde, Valérie Nivelon. À dimanche sur RFI, 15h10, temps universel. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous un peu tardif de Radio Foot International et de ce Café et des Sports. Merci d'être avec nous, mais bien sûr, c'est l'actualité et les matchs surtout de cet Euro qui dictent le tempo de la semaine. Déjà 21 matchs derrière nous depuis le dernier Café des Sports et c'est ce dont nous allons parler bien évidemment aujourd'hui avec nos invités. Ils sont là, ils sont au taquet. Bonjour ou bonsoir, surtout Rémi Ngono. Bonsoir Annie et bonsoir à toutes les téléspectatrices qui sont aussi charmantes que la présentatrice. Ah bon, il doit y en avoir beaucoup alors. Bonsoir Xavier Barré. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Merci d'être là avec nous. Et alors on accueille aujourd'hui Chérif Guémou. C'est vrai que Chérif, dans des temps anciens, le Café des Sports avait commencé avec vous trois autour de la table. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Oui, c'était le vendredi. On s'écharpait joyeusement et on va continuer de s'écharper. Exactement, on va refaire ça aujourd'hui. Et puis pour suivre tous vos messages que vous nous enverrez en direct et vos réactions, eh bien il y a aujourd'hui Saliou Diouf. Bonsoir Saliou. Bonsoir Annie, bonsoir à tous. Et les amis, on vous attend juste bien nombreux pour réagir sur Facebook. Déjà, je vois qu'il y a Émeric qui parle d'absence de fond de jeu pour l'équipe de France. Et les autres, on vous attend sur Facebook pour citer des messages à l'antenne. Bien sûr, on les citera. Et on commencera évidemment par ce match donc, qui vient de s'achever sans aucun but entre la France et les Pays-Bas. Le match a été intense, disputé, mais les Bleus ont multiplié les maladresses devant les cages adverses. Les Oranges, eux, produisant en réponse quelques frayeurs. Un clair manque d'efficacité côté bleu et une confirmation. Sans Kylian Mbappé resté sur le banc, les Français ne gagnent pas. On y reviendra notamment grâce à Antoine Grenier, un groupe D où toutes les équipes pourront encore se qualifier. Mardi, ce sera pour la 3e et dernière journée. Une semaine après le coup d'envoi, quelles sont les tendances dans cet Euro en Allemagne? Quelles sont les équipes déjà impressionnantes au cours de leur premier match? Les joueurs attendus et notamment les jeunes ont-ils confirmé? Nous vous donnerons les premières tendances. Et puis il y aura bien sûr les cartons, les vôtres et les nôtres. Et au générique de cette émission, David Finzel qui est là et qui m'a aidé à préparer cette émission. Mathieu De Gueldre est à la réalisation sonore, ceux qui nous suivent à travers le poste radio. Et pour ceux qui nous suivent grâce à la télévision ou un écran en tout cas, Souel Kedir et Yann Bourdela sont là. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Une rencontre difficile, une rencontre tendue et à la fin, le résultat était vierge et nul. Et c'est le premier score 0-0 de cet Euro en 21 matchs. Un résultat qui peut arranger, quand on verra le calcul de ce groupe, eh bien ça peut arranger ces deux équipes et ça repousse un peu plus loin la décision parce que la France comme les Pays-Bas auraient pu se qualifier dès ce soir et surtout beaucoup de questions autour des Bleus et on va les poser notamment à notre envoyé spécial qui est dans le stade. Antoine Grenier, bonsoir. Bonsoir Annie, bonsoir messieurs, bonsoir tout le monde. Mon cher Antoine, vous êtes donc du côté de Leipzig. Parlez-nous de ces Bleus et surtout quelles ont été vos impressions. Ici, on est un peu resté sur notre faim et surtout sur ce manque de précision.
Je pense qu'à chaud, les Français se diront que c'est un point pris et que c'est bien de ne pas avoir pris de but parce qu'ils ont frôlé la catastrophe à la 69e et lorsque Xavi Simons a inscrit finalement le seul but de la rencontre qui a été ensuite invalidé par l'arbitre du match. Donc dans un premier temps, ils se diront c'est un point pris, c'est toujours intéressant. Et puis, à mon avis, en regardant le match, ils se demanderont comment ils ont fait pour ne pas le gagner, celui-là, parce qu'ils se sont créés le plus grand nombre d'occasions, ils ont été plus incisifs et ils ont été plus maladroits. Effectivement, Xavier Barré, ça aurait pu être plus grave comme résultat pour les Bleus. On connaît le dicton, ou en tout cas celui qu'on aime citer quand on commente un match. Quand on ne marque pas, on encaisse. C'est ce qui a failli arriver sur ce but refusé pour hors-jeu à Simons, Xavi Simons. Comment vous avez vu, vous, la prestation des Bleus? Vous avez tendance à être sévère ou il y a quand même des choses rassurantes? Moi, j'ai trouvé que c'était d'abord un match d'une grande intensité, alors pas très spectaculaire, mais énormément d'engagement. On a vu d'ailleurs par séquence, les joueurs étaient vraiment fatigués par toutes ces allers-retours et ces duels incessants. Après, il y avait le risque effectivement que ça bascule d'un côté ou de l'autre. Les Néerlandais ont marqué, le but a été refusé pour ce hors-jeu. Il n'y a pas scandale sur le fait que le but soit refusé, c'est même plutôt logique. En tout cas, ils ont pris le temps de bien regarder les images. La France a eu des occasions. Ils ont eu la possession, 63% de possession pour les Bleus, 15 frappes, mais seulement 3 cadrées. Et c'est là où on voit que l'absence de Kylian Mbappé, finalement, elle est très handicapante pour l'équipe de France, parce que malgré la bonne volonté de Thuram, de Griezmann, de Rabiot, d'Ousmane Dembélé, ils ont attrapé le cadre que 3 fois. Les Néerlandais qui ont moins tiré au but, 8 fois, ils ont eu 4 frappes cadrées. Donc ils ont du 50% de frappes cadrées, alors que les Bleus, ils ont 20%. Rémi, votre avis sur la prestation des Bleus ce soir? Des Bleus et l'ensemble du match, bien sûr. Moi, je n'ai pas été emballé. Je n'ai pas été emballé parce que, justement, Xavier vient de donner certaines statistiques qui sont honteuses. Lorsqu'on voit une équipe de cette envergure et surtout lorsqu'on voit des joueurs juste devant un gardien de but ou devant des cages vides qui se permettent de faire une passe. Alors j'ai suivi certains commentateurs qui nous disaient c'est très bien ce que Rabiot est en train de faire. Moi je dis ça c'est bien au contraire, je ne sais pas ce qu'il était en train de faire là. Parce qu'à une certaine période, vous avez une équipe des Pays-Bas et vous avez votre lame qui est tranchante dans la mesure où Kylian Mbappé n'est pas là. Vous avez Barcola. Parce que vous savez que la défense des Pays-Bas, vous avez des gars qui sont sur des appuis. Les balles aériennes, ils sont très bons. Mais on a vu à 1 contre 1, De Vrij aura des problèmes. Et il y aura Ake qui n'est pas très bon dans le 1 contre 1. Et même Frimpo, même Dumfries, comme me disait que non, il n'est pas bon dans ce secteur-là. Alors, vous avez Barcola, que vous ne faites pas entrer. Deuxième des choses, vous avez de l'autre côté, depuis le premier match, un dribbleur qui n'a pas réussi un dribble. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui joue à Koh-Lanta parce que lui, là, justement, lui, il a de trucs d'immunité. C'est-à-dire que Dembélé, il a beau tirer pour cueillir des mangues, on va toujours le garder. Il a beau donner des passes à l'adversaire, on va le... Mais non, il y avait Coman qui était là. Deuxième des choses. Il est rentré, hein. Deuxième des choses, dans l'équipe de la France, vous allez quand même vous rendre compte, Annie, que le meilleur joueur, c'est qui? C'est N'Golo Kanté. Deuxième fois qu'il est désigné homme du match. C'est hallucinant. Ouais. C'est-à-dire que, et au milieu du terrain, vous oubliez même que vous avez quelqu'un qui sait traverser, qui sait percer les lignes. Pourquoi vous êtes parti avec Kamavinga, qui ne sort pas du banc? Moi, je ne comprends pas ce que Didier Deschamps a fait dans ce match-là, de telle sorte que c'est très décevant ce coaching. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre avant le début du match, peut-être à l'entrée de Barcola ou à un moment dans le match. Vous, comment vous avez vu, qu'est-ce que vous comprenez de cette tactique choisie Chérif, vous qui en plus avez commenté tout le match. Ce qui me déçoit dans cette équipe de France, et ce qui a été criant ce soir, c'est que l'équipe de France manque de fond de jeu. Il y a encore des occasions de but, donc ça c'est plutôt rassurant, mais il y a un manque de fond de jeu qui fait que quand on est privé de certaines individualités, au moins on peut se reposer sur un fond de jeu comme il arrive à faire des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne.
voire même la Croatie. Bon, ils ont plus de jus, la Croatie, mais ça ressemble encore à quelque chose. Même si c'est très décevant, je suis d'accord avec vous. L'équipe de France, elle tourne en rond. Elle est tombée dans le piège du bloc contre bloc, ce qu'on a souvent reproché à l'équipe de France. Mais quand elle s'en tirait, on disait finalement, elle a réussi à gagner. Ce soir, elle n'a pas gagner. Elle n'a pas perdu non plus. Elle aurait pu perdre. Non, mais attendez, vous êtes extraordinaire. C'est les Pays-Bas en face. C'est pas Andorre ou le Luxembourg. Les Pays-Bas, c'est quoi devant la France? Non, c'est Pays-Bas. Quart de finale de dernière Coupe du Monde. C'est une bonne équipe. On a une très bonne équipe qui a battu la France lors de leur dernière confrontation à Rotterdam 2-0. Pas de problème. Mais sauf que là, tu les as pas battus et c'est une équipe des Pays-Bas. Oui, mais tu perds pas. Non, mais attends. C'est une équipe des Pays-Bas qui est prenable dans le sens où elle commence le tournoi sans deux éléments majeurs que sont De Jong et Koop Meiners. Cette équipe, elle est prenable. La preuve, l'équipe de France a eu des occasions. Mais c'est des occasions au coup par coup. Il y a juste un temps fort en début de deuxième mi-temps et c'est tout. Et la France, elle commence le match sans Kylian Mbappé, son meilleur buteur. Et déjà, tu commences sans Mbappé, c'est 10% de moins de chances de gagner. Alors tu confirmes ce que je veux dire. Statistiques. Tu confirmes ce que je viens de te dire. Quand tu es privé des individualités, tu dois te reposer sur un système qui fait que tu vas gagner. Et c'est pas le cas de l'équipe de France. Mais l'équipe de France, et je suis d'accord avec toi, a fait une bonne entame de deuxième période. Elle n'a pas été récompensée et elle a eu les jambes coupées avec ce but fort heureusement refusé. Et du coup, après, on a bien compris que les deux équipes se contentaient d'un 0-0. Ça, on l'a bien compris. Que ça les arrangeait. C'est pour vu. ça que cette fin de match est frustrante pour beaucoup de téléspectateurs. Mais si vous regardez le match dans sa globalité, la première période et le début de deuxième, c'était un match d'une très grande intensité. Et à l'arrivée, comme ils ne perdent pas, ni Deschamps ni Koeman, je suis sûr qu'ils sont très satisfaits. Bon. Monsieur, si vous êtes satisfait, cela veut dire que... Et je vais même te dire une chose. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réactions de nos auditeurs? Tout à l'heure, ils le disaient d'ailleurs, ils avaient commencé assez dur. Absolument, puis la tendance elle est assez générale, on parle d'une absence, d'une dépendance à Kylian Mbappé, mais juste avant, il y a un joueur qui fait l'unanimité, c'est N'Golo Kanté. Par exemple, Judy qui nous dit quel est le secret d'N'Golo Kanté pour être toujours aussi en forme. Le papier Rabiot-Kanté est phénoménal. Et puis là, on a notre ami Enache qui nous dit... La France sans Mbappé, c'est comme un fruit sans vitamines. Non, mais c'est révélateur. Hein. Kanté, par exemple, il s'est pas contenté de gratter des ballons. Il s'est projeté devant. Il a fait des tentatives de tir. Pourquoi? Parce que personne ne prenait l'initiative. Cette équipe, elle était inhibée. Elle savait plus comment s'organiser. Donc, Kanté, il se dit bon, je vais y aller. Il a tiré une fois, il a tiré deux fois. Il allait sur le côté gauche. Il allait sur le côté droit. Il a déjà fait ça lors du premier match. Mais parce que... Il a déjà fait ça lors du premier match. Parce que cette équipe a du mal à s'organiser. Tu suis le football depuis 20 ans. Mais attendez, vous aviez bien compris dès le coup d'envoi, mais même une heure avant le coup d'envoi, en voyant la composition, qu'on partait pour un 0-0. Moi, je vais même vous dire une chose, j'ai parié sur un 0-0. Et tout le monde me disait dans la famille, mais non, la France va gagner. J'ai dit non, ça va faire 0-0. Et d'ailleurs, je suis en tête du concours des pronostics, parce que ça a fait 0-0. Mais c'était clair comme de l'eau de roche. Je comprends pas que toi, Chérif Guémour, qui suis le foot depuis 20 ans, tu sois surpris par ça. C'était évident que ça allait faire 0-0. Quand tu bétonnes ton milieu de terrain, que t'as pas ton meilleur buteur, tu pars pour un 0-0. Rémi. J'ai l'impression que la France joue avec les Pays-Bas depuis l'histoire en se basant uniquement sur Kylian Mbappé, qui, faut-il le dire, n'est arrivé en sélection qu'en 2017. Et d'ailleurs, c'est là où il marque contre les Pays-Bas. Moi, je vais te dire, puisque tu dis qu'on suit le football depuis 20 ans, regarde les confrontations. Combien de fois il y a eu match nul? Il n'y avait pas Mbappé. En 31 confrontations, il n'y a eu que 5 matchs nuls, c'est le 5e. Et je vais te dire, puisque tu es en train de nous dire que c'est quand même les Pays-Bas, les 9 dernières confrontations, c'est-à-dire les 8 avant celle-ci, c'était 7 victoires de l'équipe de France. Donc aujourd'hui, tu es en train de me dire que... Et la dernière, c'est les Néerlandais qui ont gagné. Attends, je vais te dire, la dernière confrontation, c'était 4-0. Si tu ne le sais pas, celle d'avant, c'était les Pays-Bas qui ont gagné. Donc, je vais te dire, nous sommes là, si nous gagnons déjà petit, si nous sommes placés parmi les favoris, et qu'aujourd'hui l'équipe de France, Xavier Barré, vient crânement à l'antenne dire, vous savez, j'ai gagné le pari, qu'on allait faire 0-0. Mais attendez, la France est parmi les favoris. Je connais mieux le football que toi, si tu veux. Mais oui, quand moi je vois que les deux sélectionneurs font des équipes avec des milieux de terrain renforcés et un seul attaquant. Et il y a le coaching, monsieur. Le coaching, c'est dès la 60e minute. Mais le coaching, ils ont fait 2 ou 3 changements, ils ont même pas fait les 5. Exactement. Donc tu vois bien qu'ils partent pour faire un 0-0. Donc toi, tu savais qu'à la 60e minute, voilà, et je te dis, je peux te montrer le pari à la fin. J'ai misé 0-0 et ça a fait 0-0. Attendez, Saliou aime s'exprimer dans cette bagarre. Parce qu'il y a Seth Evans qui va dans le sens de Rémi en disant Xavier, vraiment, toujours voir le match à l'envers.
Bon, en l'occurrence, s'il avait parié sur un match nul 0-0... Ça veut dire quelque part, Xavier, que tu as entériné le fait que l'équipe de France a des faiblesses, que l'équipe de France a des insuffisances et qu'elle n'était pas a priori capable de battre cette équipe des Pays-Bas. Elle n'était peut-être pas préparée. Et c'est ce qu'on va demander à Antoine. Antoine, finalement, on a vu Kylian Mbappé hier avec un masque, aujourd'hui avec un autre. Il l'a jamais porté, ce match, même pendant les hymnes. Et finalement, il est resté sur le banc. Est-ce que c'est une tactique? Est-ce que c'était vraiment pour le préserver? Quelle est votre analyse? Disons qu'il n'y avait pas besoin de le faire rentrer, il n'y avait pas besoin de prendre un risque supplémentaire par rapport à sa blessure et risquer de le perdre jusqu'à la fin de l'Euro. L'idée de Didier Deschamps, c'est pas de sacrifier son meilleur buteur alors qu'il y a un 0-0 et que le match va se dérouler exactement selon le plan qu'il avait établi. C'était en revanche, je pense, un match pour Kylian Mbappé. C'est-à-dire que s'il avait été à 100%, lui aurait pu faire les différences qui n'ont pas été faites parce qu'il y avait des boulevards par moment dans le dos de la défense néerlandaise. À partir du moment où on mettait un peu de vitesse, Ousmane Dembélé l'a montré, on pouvait les mettre en difficulté, ces Néerlandais. Donc il peut y avoir des regrets de ce point de vue-là. Après, c'est tout à fait logique que Kylian Mbappé ne soit pas rentré. Oui, et puis parfois aussi dans les deuxièmes matchs de groupe entre les gros, disons, on sait que c'est assez souvent que se produit le match nul. Dans ces phases de poule. Oui, il faut regarder le déroulé. La France va jouer la Pologne, qui est dernière du groupe lors du dernier match, et qui aura lieu en même temps que le Pays-Bas-Autriche, qui n'est pas gagné pour les Néerlandais d'ailleurs. Qui n'est pas gagné par les Hollandais. Et bien sûr. Donc la France, normalement, doit pouvoir faire un score contre la Pologne qui lui garantit la première place, et c'est ça l'objectif. Chérif, avant d'en venir aux individualités, comment vous êtes apparu par contre la sélection néerlandaise emmenée par Koeman? Très décevante dans le sens où elle a joué contre nature. C'est pas du tout dans ses habitudes. J'ai même pensé qu'elle allait se faire punir parce qu'en général c'est toujours ce qui lui arrive. Elle a joué contre nature. C'est pas comment ça s'appelle. C'est pas de défendre, de rester en bloc. Et cette équipe a joué le match nul. Non. Attends. Là, je vais être d'accord avec toi pour l'équipe des Pays-Bas parce que c'est ce qu'avait annoncé Koeman avant le début du tournoi. Il avait dit comment ça s'appelle que ce serait pas le match décisif, mais une fois de plus, c'est une équipe des Pays-Bas qui était à la portée de l'équipe de France. Et j'ai vu que l'équipe de France n'a pas été en mesure de battre une équipe qui était prenable. Je rappelle, là, j'ai vu aucune individualité. On a tenté le pari Xavi Simons, par exemple, qui n'a pas réussi du tout. Il est resté 1 heure. À mon avis, il aurait déjà dû sortir à la mi-temps. Frimpong, je ne l'ai pas vu faire un seul débordement. Il n'y a rien sur les côtés. Nathan Ake n'est pas monté. Je veux dire, il y a quand même le jeu long. C'est un truc qui sort de temps en temps quand ça reste un peu bloqué. J'ai même pas vu de jeu long de la part de De Vrij ou de Van Dijk qui sont des spécialistes dans la matière. Au bout d'un moment, quand tu tentes plus rien, cette équipe, Gakpo, on l'a pas vu. J'ai dit, Simon, ça aurait dû sortir à la mi-temps. C'est face à cette équipe de France, cette équipe des Pays-Bas, que l'équipe de France n'a pas été capable de battre. Et on va parler des individualités, notamment l'équipe de France. Où est passé Griezmann? Alors je veux dire qu'on cherche le 0-0, mais avec un Griezmann totalement fantomatique. Là, il y a un problème. Retournons encore vers Antoine, justement. Antoine Griezmann était le capitaine de cette équipe des Bleus ce soir. On attendait aussi sans doute beaucoup de Thuram qui avait un peu changé de poste ce soir. Antoine, que nous dites-vous sur les individualités de l'équipe de France ? J'en dis que vous avez vraiment envie d'évoquer les sujets qui fâchent. Antoine Griezmann, il a été replacé en 9,5, en numéro 10, bref, à un poste un peu hybride, parce que Deschamps avait décidé de titulariser un milieu à 3 avec Tchouaméni, Kanté, Rabiot, donc pour le libérer des tâches défensives auxquelles il est astreint depuis le mondial au Qatar. Il n'a pas été transcendant, Griezmann. Il rate une occasion, notamment. Il rate deux occasions, mais il en rate une où il est vraiment tout seul devant Verbruggen parce qu'il rate son contrôle et que derrière, au lieu d'enchaîner pied droit, il tente de se placer sur son pied gauche et Verbruggen a le temps de sortir. Antoine Griezmann, il n'était pas dans une configuration, alors il n'a pas été très aidé non plus par un Marcus Thuram qui soit n'a pas suffisamment bougé, soit quand il a créé des différences, est allé envoyer son ballon alors qu'il est à 5 mètres du but, certes dans un angle un peu fermé, mais à 5 mètres du but, il est allé l'envoyer dans la tribune directement des supporters néerlandais. Donc les individualités offensives françaises ont été très largement en dessous de ce qui est attendu dans un match comme ça.
Rémi, quels sont... parce que finalement, à la fin de ce match, on attendait que certains prennent le relais justement de Kylian Mbappé. Est-ce que vous avez été déçus sur ce plan-là? Beaucoup déçus, très déçus d'ailleurs, parce que je crois d'ailleurs que contrairement à ce que Xavier Barré voulait nous faire croire qu'on bétonne le milieu, l'équipe des Pays-Bas nous offrait déjà des incertitudes. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple que leur meilleur attaquant ou leur buteur, c'est-à-dire, c'est qui? C'est Depay. Depay, cette saison, non seulement c'est des blessures, c'est 1222 minutes. Il n'est pas titulaire à l'Atlético. Il n'est pas titulaire quelque part. Alors, ça fait longtemps qu'il n'est pas titulaire dans un club. Il n'est pas titulaire. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il pouvait apporter comme danger à une défense de l'équipe de France? Alors, de l'autre côté, comme vous dites, Xavi Simons, même moi, un joueur qui déjà est en prêt, envoyé par le Paris Saint-Germain. Il fait une bonne saison à Leipzig. Ce n'était pas l'élément clé. Et d'ailleurs, tu as pu constater qu'il n'a pas beaucoup... Ils veulent le récupérer, mais comme ils l'ont prêté 2 ans, ils ne peuvent pas... Non, mais on ne peut pas dire comme ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui a manqué à l'équipe de France, c'est justement cette absence de clairvoyance de Didier Deschamps de ravitailler le milieu du terrain afin qu'il soit dominant sur celui des Pays-Bas. Donc, du moment où... Il l'a été, ils ont eu 63% de possession. Non, ils étaient 5 je vais te dire, ils n'ont pas eu 63, ils ont eu exactement 62,7% de possession. Ils ont eu 16 tirs, mais le problème c'est quoi? Quand il y avait des milieux de terrain, il n'y avait pas d'attaquants. Monsieur, il y a ce qu'on appelle des passes latérales qui ne peuvent pas apporter le danger parce que c'est les passes dans le dos de la défense qui sont beaucoup plus importantes. C'est les passes verticales qu'il faut compter. Or, les passes verticales de la France s'élèvent ce soir à 37%. Quand tu n'as qu'un attaquant ou un attaquant et demi, effectivement, c'est compliqué d'aller marquer des buts. Bon, voilà. Saliou ? Oui, justement, il y a Koulibaly qui va dans votre sens, Rémi, en disant que, justement, il n'y a pas de milieu passeur pour casser les lignes au milieu de terrain, et d'autres qui fustigent justement l'absence de Kamavinga au milieu de terrain et qui se dit qu'il aurait été mieux. On dirait que c'est Rémi qui envoie les messages pour lui-même. Mais c'était aussi le rôle de Griezmann, comme il l'a fait dans le passé, c'est-à-dire décrocher, apporter un peu l'étincelle créative au milieu de terrain. Il ne l'a pas fait. Le match s'est gagné au milieu de terrain. Mais il l'a pas conclu. Le Real Madrid, chaque fois, regardez Carlo Ancelotti, chaque fois, à la 60e minute, qu'est-ce qu'il fait? Il injecte justement le Kamavinga. Et Kamavinga ça a été fait au match précédent de faire de telle sorte qu'il y ait au moins 3 joueurs vers lui, parce qu'il peut tirer à distance, il peut dribbler, et surtout il s'est centré. Or là, vous vous retrouvez avec un poteau qu'on appelle Koundé. Koundé ne réussit pas un seul centre. Et de l'autre côté, vous avez un joueur de rugby, c'est-à-dire que celui qu'on appelle Thuram. Lui, il a bien joué au rugby aujourd'hui. Avec ça, il ne peut pas marquer. Et finalement, vous aussi, vous vous êtes dit déçu, mais surtout aussi peut-être inquiet par Griezmann. Oui, parce que... Depuis le début de l'Euro, j'entends. Depuis le début de l'Euro, alors je ne sais pas si c'est physique ou je sais pas, mais dans le rôle spécifique qu'on attend de lui. Soit on le fait jouer pur attaquant et dans ces cas-là, il doit se montrer efficace. Il ne l'a pas été. Soit le rôle qu'il avait aujourd'hui, c'était de jouer derrière l'attaquant. Et surtout, ce qu'on attend de Griezmann, c'est un peu le rôle qu'on lui a vu ces dernières années. Et qu'on lui a vu à la Coupe du Monde en 2022. C'est d'être créatif. C'est d'être créatif, de relancer la mécanique. Tout. Alors, ok, au bout d'un moment, il peut être pris par moment, pris dans l'étau, pris dans la tenaille, je veux bien. Et que Kanté prenne le relais, il l'a très bien fait, heureusement pour l'équipe de France. Mais à partir d'un moment... on doit montrer l'exemple, on doit être l'élément fort, on doit être l'élément dynamiteur de l'attaque, on doit être le leader d'attaque. Qu'est-ce qui a eu les plus belles occasions? Xavier, c'est Griezmann. C'est ce que je te dis. Il les a pas marqués. En tant qu'attaquant, il n'est pas décisif. En tant que créateur, il ne participe pas. C'est faux ce que tu dis. Il a été créatif, mais il n'a pas été concluant. Effectivement, ça peut arriver. Il a manqué d'efficacité. Il a été créatif et non productif. C'est-à-dire qu'il y a un proverbe africain qui dit « On ne félicite pas l'arbre pour ses fleurs, mais pour ses fruits ». Oui, bon, Xavier, il n'a pas marqué. Continuons un petit peu occasion, dans ce groupe D. Il n'a pas assez participé dans ce groupe D, est-ce que les choses s'éclaircissent pas vraiment, puisque tout le monde peut encore se qualifier à la dernière journée, même la Pologne qui n'a encore enregistré
aucune victoire et voire même 2 défaites. La Pologne pourrait terminer meilleure 3e à condition de battre la France et que les Pays-Bas soient battus par... Mathématiquement, c'est encore possible, mais bien sûr. En tout cas, on a 2 équipes. Mais... On a la France et les Pays-Bas qui ont 4 points. Et derrière, on a aussi l'Autriche à 3. L'Autriche à 3 points. Elle a gagné son match aujourd'hui contre la Pologne 3-1. Oui, logiquement d'ailleurs. Et bon, l'Autriche-Pays-Bas de la dernière journée va être très intéressant parce que la 2e place se joue là. Moi, je pense que la France terminera première parce que franchement, cette équipe de Pologne est quand même très limitée et je ne vois pas comment elle pourrait inquiéter les Bleus. Antoine, ce dernier match, ça sera contre la Pologne et Robert Lewandowski est rentré, lui, aujourd'hui en 2e mi-temps, milieu de la 2e mi-temps, hein, je crois, contre l'Autriche et son sélectionneur garantit qu'il est en très grande forme. Oui, mais il aura face à lui un Upamecano qui a fait un gros match ce soir et un William Saliba qui a été plutôt très solide. Donc la charnière centrale de l'équipe de France, elle donne des garanties pour ce prochain match face à la Pologne qui se jouera à Dortmund, ça sera mardi. Et les Bleus ont quand même, faut le dire, manqué une énorme occasion de se rendre la vie un petit peu plus tranquille et de pouvoir se donner un petit peu de temps dans la perspective des 8e de finale, de pouvoir respirer un petit peu. Non, il faudra être à bloc face à ces Polonais que les Français connaissent très bien puisqu'ils les ont affrontés lors de la dernière Coupe du Monde. Bref, c'est un match qui s'annonce décisif, important et puis qui conditionne aussi, si vous finissez premier ou deuxième, vous n'affrontez pas la même équipe et pas forcément une équipe du même standing en 8e de finale. Donc les Bleus n'ont pas fini de se mettre des nœuds au cerveau. Oui, et surtout, la question reviendra, est-ce que ça sera avec ou sans Kylian Mbappé? En tout cas, on continue à vous suivre. Antoine, vous êtes notre Deutschland trotteur, n'est-ce pas? Je suis le fil rouge de l'Euro sur RFI. On a un fil rouge d'ailleurs avec vous. Antoine Grenier. Il est toujours là. Non, en tout cas... Vous êtes toujours avec nous et pour nous en Allemagne à suivre cette compétition. Merci beaucoup Antoine Grenier et à très vite donc. Merci et bonne soirée à tous. Et merci à vous aussi Antoine et bonne continuation. On continue, on va parler de la compétition mais on va élargir un peu le spectre les amis. On va pas s'en tenir seulement à ce match mais aux 20 autres qui ont eu lieu depuis vendredi dernier. Ce sont donc déjà 21 matchs en une semaine et toutes les sélections ont au moins joué une fois, voire 2 donc. Et on peut constater qu'avec peut-être les favoris, je ne sais pas, Chérif Guémour, on n'a pas eu de véritable surprise. Alors je pense par exemple à 2 favoris qui ont même peut-être séduit, à savoir l'Allemagne et l'Espagne. Oui, l'Allemagne et l'Espagne sont au rendez-vous. On était bien parti avec l'Angleterre, on a été déçus. On va y venir après, là je vous parle de ceux qui ont séduit. Ah oui, ceux qui ont séduit, l'Espagne et l'Allemagne, pour la raison que j'ai indiquée par rapport à l'équipe de France, c'est qu'il y a une lisibilité dans leur jeu, il y a un allant, il y a du peps, il y a des circuits de jeu bien identifiés qui font que... Avec l'Allemagne ? Avec l'Allemagne et avec l'Espagne, on peut faire entrer n'importe quel joueur, il trouve immédiatement sa place, que ce soit en attaque, en milieu ou en défense. Ça, c'est vraiment, il y a des certitudes au niveau du jeu. Alors que, d'autres équipes, ce sera plus sur les individualités. Et les individualités, en plus, qu'on attendait, elles sont là, côté espagnol et côté allemand. Rémi, peut-être l'Espagne, elle a un peu le même un problème, elle aussi, d'efficacité, parce que finalement, hier, elle a battu l'Italie. Et en même temps, le but est un but contre son camp, un peu cafouillis, et il n'y a pas eu de but marqué, disons, de la part de l'Espagne. Il n'y a pas et malgré tout le monde a été séduit. Et le sélectionneur a même dit j'ai la meilleure équipe du moment. L'Italie n'a carrément pas vu le jour, puis il y a une tête, il y a un tir sur la barre de l'ami Williams, donc ça aurait pu être plus sévère. Hein. Williams a été dangereux. C'est vrai qu'ils ont quand même eu aussi l'attaquant qui a le plus réussi les dribbles, mais qui n'est pas à la hauteur de tout ce qu'on attendait. C'est vrai qu'il est encore trop jeune, Lamine Yamal. C'est vrai que celui qui devrait être le point d'appui n'a pas été très efficace. Donc c'est pour ça que je dis toujours que cette équipe d'Espagne donne des possibilités. Mais quand vous regardez beaucoup plus l'autre côté, c'est-à-dire que l'Allemagne, que ce soit
avec Wirtz, que ce soit avec Kroos, qui, faut-il le dire, est dans une forme étincelante. Et quand vous voyez surtout aussi que de l'autre côté, il y a des équipes qui sont en train de se révéler, comme le Danemark. Le Danemark, ils ont une lisibilité de jeu. Je l'ai mis. Terriblement bien joué. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et j'ai même encore été impressionné par l'Autriche. Ah oui, l'Autriche que la France a battue. L'Autriche est montée en régime. Et l'Autriche, d'ailleurs, aujourd'hui, quand on essaie de regarder ceux qui ont le plus cadré, c'est eux. Ils sont à 9 tirs cadrés. Donc, ils ont été beaucoup dangereux, même s'ils peuvent jouer parfois bas, mais ils sont très, très virevoltants quand ils sont en possession. Ils font des transitions très rapides. Xavier, parmi les favoris, alors on a cité l'Allemagne qui a marqué beaucoup de buts. Elle, on a parlé de l'Espagne. Est-ce que vous en auriez une autre? On va venir à la déception anglaise, bien sûr. L'Espagne et l'Allemagne, je crois que c'est les deux qui sont qualifiés déjà pour les huitièmes de finale. Donc, alors parlons de l'Angleterre, si vous voulez, parce que l'Angleterre, elle a eu deux faces. Il y en a eu une bonne en début de match contre la Serbie, puis ça s'est un peu éteint. Et puis là, contre le Danemark, alors c'est un bon Danemark, et on l'a tous vu, mais enfin, ils ont des joueurs. Ils ont des joueurs, Phil Foden, Bellingham, Saka et Harry Kane. Ils ont marqué 114 buts durant la saison qui vient de s'écouler. Et là, Kane a marqué. C'est là il faudra additionner le temps de jeu qu'ils ont réalisé. C'est ça le problème. C'est qu'on a vraiment le sentiment que ces Anglais ils sont rincés. Alors, ils font le show pendant 20 minutes. Ils sont époustouflants. Ça a été le cas lors du premier match contre la Serbie. Pas le deuxième. Ça a été un petit peu moins, mais ils ont quand même aussi assez copieusement dominé le début de match face au Danemark. Et puis après, ils n'ont plus de jus. Ils s'effondrent, ils ne tiennent plus. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème de conditions physiques pour les Anglais. Alors, est-ce qu'ils ont eu une préparation complémentaire qu'ils finissent d'encaisser? Mais j'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a un vrai souci qui est assez habituel avec les Anglais, compte tenu de la saison qu'ils ont. Oui, sauf que tous ne jouent pas en Angleterre. Hein. On peut penser à Bellingham. À part Bellingham, mais Bellingham, il a fait une énorme saison aussi avec le Real, puisqu'ils sont allés jusqu'en finale de la Ligue des Champions, je crois, et qu'il a pourtant en plus été blessé en milieu de saison. Donc ils ont quand même des joueurs qui sont au niveau physique, j'ai l'impression, vraiment très fatigués. Il y a ça. Chérif, il y a ça. Il y a peut-être aussi les choix du sélectionneur. Ah ouais, tactiquement, par moments, je trouve ça complètement anarchique. Et les Danois, ils s'en sont rendus compte. Et c'est ce que j'ai apprécié chez les Danois. C'est un moment, ils se sont dit, bon, ça caisse, c'est l'Angleterre, on est mené à 1-0. Mais comme ça flotte au milieu de terrain, comme ça flotte, Bellingham marche sur les plates-bandes de Kane. C'était un peu moins le cas, je reconnais. Et de Foden. Et comment dire, il manque de discipline tactique. C'est pas qu'ils sont indisciplinés, mais comment dire, il n'y a pas encore la cohésion tactique qu'on a vue, par exemple, en Coupe du Monde contre la France, où là, on a vu une machine de guerre. Là, je retrouve plus cette machine de guerre parce que Bellingham en fait trop, parce que les autres n'en font pas assez, qu'ils ont du mal à bouger en bloc, avancer en bloc, reculer en bloc. Là, j'ai des inquiétudes de ce côté-là. Rappelez-vous de la machine de guerre que l'équipe de France a affrontée en Coupe du Monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on retrouve cette machine aujourd'hui? Non. Rémi, une autre équipe peut-être qui arrive parmi les favorites et qui a gagné son premier match, elle l'a joué encore une fois, je pense évidemment à votre cher Cristiano Ronaldo et au Portugal. C'était pas mal. Là aussi, il y a eu pas mal de critiques sur la tactique choisie par les joueurs choisis par Roberto Martinez. Oui, même si aujourd'hui, il faut quand même dire que le Portugal ne se fait pas beaucoup d'illusions par rapport à l'Angleterre. Le Portugal n'a pas les mêmes éléments. Cristiano Ronaldo et Pepe, il faut savoir quand même que ça fait 39 ans et 41 ans. Ils ont battu des records. Oui, ils ont battu des records. Et je crois d'ailleurs que les gens oublient que même en 2016, ça avait commencé par des critiques et que ce Portugal-là peut monter en régime. Mais moi, par contre, ce n'est pas le Portugal qui m'inquiète, c'est plutôt l'Angleterre, parce que j'avais déjà dit ça ici. Et quand je me rends compte que vous avez le meilleur buteur de la Bundesliga, qui est Harry Kane, qui ne touche pas la balle, quand je me rends compte que vous êtes avec quelqu'un qui est candidat au Ballon d'Or et qui sort du Real Madrid et que vous ne parvenez pas à l'utiliser, quand je me rends compte que vous avez un ailier de débordement comme Saka, qui est le meilleur joueur d'Arsenal, vous ne vous en sortez pas. Et subitement, vous me sortez quelqu'un au milieu du terrain, Trent Alexander-Arnold. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Comment est-ce que vous faites les Palmer et qu'on sort tout ce qu'il a là, il ne les utilise pas. Il y a un proverbe africain qui dit
Ça ne sert à rien de donner une lampe tempête à un aveugle. Saka fait son numéro tout seul sur le côté droit. On sent pas. Phil Foden, c'est le meilleur joueur de la Première Ligue. Est-ce que vous l'avez vu? Salut, ce qu'on a remarqué et peut-être aimé aussi dans la semaine, c'était ces petites équipes qui, elles, jouent pour apparaître dans cette compétition, qui jouent jusqu'au bout et qui, souvent, arrivent à marquer ou à égaliser. Je vais citer l'Ukraine qui, aujourd'hui, a remporté une excellente victoire contre la Slovaquie, l'Albanie, la Géorgie, l'Écosse. Je mets un peu tout le monde ensemble, mais c'est vrai que ces équipes-là, elles ont enthousiasmé aussi. Et surtout dans la manière, en fait. On se rappelle des buts, par exemple, de la Roumanie. Le but extraordinaire, c'est un golazo, comme l'appellent les Espagnols. Deux buts magnifiques. Fabuleux. Et oui, non, et surtout l'enthousiasme, en fait. On remarque l'enthousiasme, mais c'est ce qui ressort aussi deux buts magnifiques. dans les commentaires. S'il vous plaît. Ce qui ressort beaucoup aussi chez nos amis internautes, c'est justement l'essor de ces petites équipes, entre guillemets, qui produisent un football plutôt spectaculaire, et puis derrière on se retrouve avec parfois qui calculent pas en fait. Voilà, des grandes équipes qui forcément sont dans le calcul et donc on s'ennuie un peu plus. Oui, effectivement. On a eu 4 remontadas déjà depuis le coup d'envoi de la compétition sur 21 matchs, c'est pas mal. Encore un cet après-midi avec l'Ukraine face à la Slovaquie, qui a fait preuve d'un tempérament incroyable pour remonter alors qu'ils avaient déjà perdu le premier match. Alors il y a des joueurs qui sont attendus dans cette compétition. Certains ont déjà un peu marqué les esprits dès le premier match. Et il y en a un, il est très jeune, il vient du FC Barcelone. Et lorsque le roi d'Espagne est descendu dans le vestiaire pour féliciter son équipe, puisqu'elle s'est imposée hier soir, c'était face à l'Italie, eh bien écoutez ce petit échange assez amusant. Et pour ceux qui nous regardent, regardez le roi Felipe. Bueno, había tantas ocasiones On voit le roi emballé par le nombre d'occasions que s'était procuré l'Espagne, et à un moment il dit à Lamine Yamal, il lui dit mais Lamine, c'est bien 16 ans que vous avez hein. Donc il n'en revient pas. Oui, il n'en revient pas. Xavier, Lamine Yamal. Ah oui, Lamine Yamal, formidable. Vous nous aviez posé la question la semaine dernière, est-ce qu'il devait être titulaire après, avec la saison qu'il a fait à Barcelone. Effectivement, on peut se demander. Est-ce que Willian lui a pas volé un peu la vedette pratiquement? Alors, il a été meilleur, effectivement, plus entreprenant pour ce match contre l'Italie. Mais c'est un joueur extraordinaire et il donne des ailes à cette équipe d'Espagne qui fait vraiment, qu'on ne citait pas toujours parmi les grands favoris, mais qui là, clairement, a affiché ses ambitions, a confirmé ses ambitions. Et rappelez-vous qu'il a éclipsé une autre pépite qu'on voyait aussi arriver très grand, c'est Ansu Fati. Qui a disparu, mais qui a été beaucoup blessé. C'est le danger, en fait, c'est ça qui est le plus dangereux pour Lamine Yamal, c'est d'être trop utilisé. Vous parlez d'Ansu Fati, il a été lancé très jeune, et puis maintenant il fera pas les JO comme Pedri. Voilà, Pedri, c'est pareil. Là, et d'ailleurs, Pedri a un rôle très important dans cette équipe d'Espagne, à nouveau, mais il a été longtemps absent, suite à cette année 2021 où il avait été il avait surjoué. Si je vous parle de Jamal Musiala. Justement, c'est le meilleur. Mais l'effort, c'est sur justement ce talentueux joueur du FC Barcelone. Bon, enfin, je ne vais pas dire beaucoup de choses, mais quand moi j'ai vu sa discipline tactique, il n'est pas encore discipliné par rapport à Musiala. Parce que, par exemple, vous savez que... Je vous dis tactiquement, il n'est pas discipliné. La preuve, c'est que vous savez, l'un des côtés forts de l'Espagne, c'est souvent faire jouer ses latéraux hauts. Et vous avez actuellement l'un des meilleurs latéraux du monde. Ah oui, c'est le meilleur. C'est-à-dire Carvajal, qui ne parvient pas à faire des dédoublements. Carvajal, vous comprenez Carvajal? Donc, aujourd'hui, je n'ai pas vu ça. Mais par rapport à Musiala, que ce soit sur la façon qu'il tire en dehors de la surface, qu'il attire les adversaires, et de sur quoi il joue de façon verticale. N'oublions même pas qu'il est le meilleur buteur. Hein. Parce que le meilleur buteur du championnat pour l'instant, c'est les comptes sont il y a 5 ans d'écart. Il y a 5 ans d'écart entre Lamine Yamal et Jamal Musiala. 5 ans dans une vie de footballeur, c'est considérable. Donc, je dis pas que Musiala est un mauvais joueur, je dis juste que Lamine Yamal, comme le dit le roi d'Espagne, a 16 ans. Donc voilà, pour 16 ans, il est assez exceptionnel. Et j'espère juste qu'on le fera pas trop jouer pour qu'il puisse, avec le Barça, faire danser le Real dans les années à venir.
revenir et apporter plein de victoires au Blaugrana. Ici, nous mettait les triplés, tout le monde disait ce sera Maradona. À 16 ans, il marqua l'équipe de France. Ici, au championnat de France. Tout le monde disait Menez va faire ceci. Où est parti en Soufati? On va pas parler de Soufati. Ils l'ont fait trop jouer et voilà. Oui. Donc il y a Robson qui va dans le sens plutôt de Rémi en disant que... Non, c'est pas possible. Attends. Laisse-moi juste aller au bout. En disant que Lamine Yamal et Nico Williams, la jeunesse cauchemar des défenses de l'Euro. D'accord. Donc ça va dans le sens de Rémi. Un petit mot sur Güler aussi. Voilà. J'allais vous poser une question rapidement, Chérif, parce que le temps passe. Eh ben, on l'attendait. Il finit en boulet de canon avec le Real Madrid. On connaissait son talent. Il arrive et c'est peut-être le plus haut but de l'Euro, on peut dire. Le plus la frappure en pleine lucarne. Ouais. Avec la Turquie, précisons. Voilà, et puis une Turquie rajeunie qui faisait jouer ce qu'on appelle les ancêtres, les darons, les mecs qui ne bougeaient jamais, les sénateurs. Et là, il y a un petit vent de fraîcheur dans cette équipe de Turquie qui nous a beaucoup plu. Peut être l'adversaire des Bleus en 8e de finale. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que le prochain match de la Turquie, ça sera contre le Portugal, et on aura ce très jeune Arda Güler contre Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano Ronaldo, il aime bien les joueurs. Le très vieux Cristiano Ronaldo et le encore plus vieux Pep. Il faut savoir qu'il n'était pas encore né quand Cristiano Ronaldo jouait son premier Euro en 2004. Exactement. Avant de passer au carton, pour sortir de l'Europe, une information importante qui nous a été communiquée ce soir par la CAF et qui concerne 2 CAN à venir, à savoir celle des femmes et celle des hommes. Alors pour les filles qui devaient jouer la CAN d'ici quelques semaines au Maroc pour durant l'été, donc, eh bien, elles la joueront finalement l'année prochaine, décalée d'1 an au dernier moment, parce que paraît-il qu'il y a des Jeux olympiques d'été et qu'on découvre que les filles jouent aussi et qu'il y en a beaucoup qui devraient jouer la CAN. Ouais, grande surprise. Et puis pour les hommes, là c'est la confirmation de rumeurs récentes qui nous étaient parvenues. La compétition prévue l'été 2025 au Maroc est déplacée à l'hiver, toujours au Maroc. Et ça sera du 21 décembre jusqu'au 18 janvier 2026. On passera Noël et le jour de l'an dans les stades, dans le froid de Casablanca, d'Agadir ou de Marrakech. Allez, on continue et on termine. Ce sont nos cartons. Carton jaune. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et tout de suite, la parole à nos auditeurs et internautes. Sélection, David Fitzel. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Boubacar Diallo depuis Conakry. Aujourd'hui, je donne un carton très très vert, comme cette plante qui se trouve derrière moi ici, à la compétition européenne, l'Euro de football, avec des petites équipes qu'on n'attendait pas forcément. Je pense à la Géorgie, je pense à la Roumanie, je pense à la Slovénie, mais qui nous propose du jeu, qui nous propose du spectacle. Oui, je suis d'accord avec M. David Fitzel qui disait l'autre fois, c'est ça l'Euro. Eh bien oui. Bon Café de Sport et bon week-end, ciao. Bonjour Radio Foot International, ici c'est Chris Durand, Congo-Brazzaville. Moi mon carton il est de couleur rouge pour l'équipe de Croatie qui se comporte en distributeur automatique de points. Voilà, je comprends pas l'équipe. Franchement, au vu de sa notoriété, avec Tessa, franchement ils ne fournissent rien de bon et c'est inconcevable. Ils sont en fait méconnaissables. Voilà, ça c'est mon point de vue. Rien à faire. Salut RFI, c'est Benin Vita depuis la ville de Kinshasa. Depuis notre chantier, comme vous le voyez, j'ai donné un carton rouge à M. Gareth Southgate, le sélectionneur anglais, pour sa mauvaise gestion à l'égard de son groupe. Il a beaucoup de solutions sur le banc, notamment Cole Palmer, mais il ne veut pas les utiliser. En plus, Gordon, carton rouge à lui. Bonjour Café des Sports, c'est Abousso depuis Nouakchott en Mauritanie. Mon carton il est vert, il est adressé à le jeune Turc Arda Güler qui vient de marquer un super but face aux Géorgiens en Coupe d'Europe. Et je veux dire seulement que le recruteur du Real Madrid n'est pas si aveugle que le recruteur des voisins. Et je salue toute l'équipe de Radio Foot, à Xavier Barré, Rémi Ngono et Annie Gasni. Bonjour à tous. Je me nomme Kamara Boubacar. Je suis depuis Guinée-Conakry. Je donne un carton vert précisément à N'Golo Kanté et à tous les Africains qui suivent l'Euro depuis l'Allemagne, précisément à mon oncle Djelmouri Djoubaté et à toute l'équipe de Radio Foot International. Bonsoir la famille. C'est Kamara Alassane depuis la Guinée-Conakry. Carton jaune, c'est pour le sélectionneur portugais, Roberto Martinez.
qui a failli nous mettre dans l'embarras lors de notre premier match à 7 €. Mais je le mets en garde, car cette fois-ci, nous sommes venus pour ramener la coupe à la maison, après 8 ans, depuis 2016. Vive le Portugal. Bonjour RFI, bonjour Café des Sports, Benedetto depuis Cotonou, Bénin. Je donne un carton vert à la Yanti de Lionel Messi pour sa belle entame, pour ses débuts sensationnels, pour ses débuts triomphaux en Copa América, en s'imposant 2-0 face au Canada avec un Lionel Messi encore passeur. Que n'en déplaise à Rémi Ngono. Allô, Mondial Sport, c'est Bervogi Jean-Pierre Coutu depuis Guinée-Conakry. Mon carton est jaune à l'encontre de Lionel Messi qui a raté 2 occasions nettes pour les premiers matchs contre le Canada. Merci. Bonsoir au Café des Sports, moi c'est Maudou Sarr depuis le Sénégal dans la région de Kaolack dans la commune de Sibassor. Moi mon carton elle est verte, elle est dédiée à l'équipe lougartoise de Ferry de foot qui compétit au niveau de la 5e division sénégalaise. Imaginez-vous que cette équipe avec ses piètres moyens a éliminé en demi-finale de Coupe du Sénégal le grand et fameux Jaraaf de Dakar. Big up carton vert à Samba Diouf et à ses amis lougartois. Et comme d'habitude, vous êtes toujours très très pertinent. On a beaucoup aimé l'auditeur qui écoute très bien Radio Foot parce que la petite phrase où David Finzel aimait les petites équipes, un salut, fallait quand même être bien à l'écoute. Oui. Merci à lui. Et puis merci aussi à celui qui nous a appelé de Mauritanie. Et merci à tous. Et continuez à en envoyer toutes les semaines. On sélectionne mais pas trop, on en passe aussi beaucoup. Allez, à vous les amis. Rémi. Carton vert. Oui, bien. À Simon Adingra qui n'est pas ingrat. Vous l'aviez préparé celle-là. Parce que là, non seulement il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, mais il n'a pas oublié quand même là où il a été formé, c'est-à-dire dans un centre au Bénin. Il est reparti là-bas à Bisport FC du Bénin pour offrir des équipements à ses enfants et tout, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains qui oublient souvent leur club formateur, leur village, là où ils étaient. Dès qu'ils sont déjà au château, eh bien, c'est la belle vie. Mais lui, au moins, on a pu le constater, non seulement en Côte d'Ivoire, à Bobo, là où il a offert des choses, mais là encore, il vient de faire un grand geste. Comme le dit un proverbe africain, même si vous mettez la tortue dans un château et sur un trône en or, elle n'oubliera jamais qu'elle vient des ronces. Salut, vous aussi un carton vert. Carton vert pour le fils de son père. Chico Conceição, ça vous parle? Oui. Donc le fils de Sergio qui a donné la victoire à la Seleção au Portugal contre la République tchèque, le but du 2-1 après une entrée au bout de quelques minutes seulement. Et il rentre dans le record, il perpétue un record du père et du fils qui inscrit un but pendant une phase de poule d'Euro. Ouais. Son père est entraîneur aujourd'hui et il était entraîneur du FC Porto. Il avait été passé par Nantes et pressenti à Marseille, mais ça s'est pas fait. Xavier Barret, jaune. La couleur. Jaune pour les dirigeants du soccer aux États-Unis parce que imaginez, nous sommes en plein Euro ici sur le vieux continent et imaginez que la Bundesliga continue, que la Liga continue, que la Serie A continue, que le championnat de France continue. Eh bien, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il y a la Copa América, le Brésil est là, l'Argentine est là, l'Uruguay est là, les États-Unis, le Canada, et la MLS continue. Ce week-end, on joue le championnat des États-Unis pendant que les équipes nationales jouent. Alors effectivement, les États-Unis, c'est grand. Que Rémi Ngono se rassure. L'Inter Miami de Lionel Messi a joué ses matchs en avance et ils sont exemptés ce week-end. Ils sont quand même leaders. Mais c'est quand même, je trouve, c'est dommage. De leur conférence. C'est vraiment dommage d'aller finir sa carrière dans un championnat du village. À 2 ans de la Coupe du Monde aux États-Unis avec une Copa América à 16 pour la première fois. Et à 1 an du Mondial des clubs. Voilà, on suspend pas le championnat le temps de cette compétition, c'est un peu bizarre. Shérif, votre carton. Carton vert à l'équipe de Géorgie qui m'a enchanté véritablement. Il y a les matchs qu'on pointe avant l'Euro, c'est Espagne-Italie. Et puis il y a les matchs, on se dit, ouais, Turquie-Géorgie. Bon, allez, on va voir, on va jeter un coup d'œil. Et on a vu le match, c'est peut-être l'un des matchs les plus emballants du début de l'Euro. Et ce que j'ai aimé dans cette équipe de Géorgie, c'est qu'évidemment, ils attaquent, ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est une petite équipe. Mais c'est des grands footballeurs. Et voilà, on a compris. Parce que moi, Radio Foot aimerait donner son carton et on le donne à Kamou Malo, l'ancien sélectionneur des étalons du Burkina Faso, sacré pour la 2e année consécutive, champion du Burkina Faso, Kamou Malo, avec les Gabelous. Et ils sont champions du Burkina.
Merci les amis d'avoir participé à ce Radio Foot tardif, à ce Café des Sports, et on vous dit à la semaine prochaine.